On s'est vu avec vous l'année dernière à Paris. Cette fois-ci, merci pour cette visio depuis la Suisse. Vous avez passé une semaine dans le Donbass. Et c'est pour ça que on fait cette vidéo, puisque j'imagine que ce reportage ne sera pas lu et ne sera pas envoyé dans tous les médias mainstream. C'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir échanger suite à ce voyage dans le Donbass. Votre première conclusion après les investissements est désormais russe. Pourriez-vous approfondir? Et moi, je dis à nos téléspectateurs que tout le reportage, on va mettre les liens après dans le descriptif et vous pourrez lire. Enfin en 43, après la libération de Stalingrad, tellement les dégâts sont intenses. L'autre partie étant, le centre étant beaucoup moins affecté, je dirais que c'est un peu 50-50, alors que la partie occidentale, du côté justement, on va dire, de l'Ukraine, elle est pratiquement neuve, a pratiquement été reconstruite, certains quartiers reconstruits de zéro, donc entièrement neuf. Et donc ça a été des investissements colossaux réalisés en quelques mois. En une année, en peine une année, on a construit des hôpitaux, des écoles, des bâtiments de logement et tout ça. Puis on est en train de rénover le reste de la ville. Aussi, un autre investissement important, c'est cette station de pompage-turbinage qui a été construite près de Rostov, à l'embouchure du Don, et qui pompe les eaux douces du Don à 200 km, c'est-à-dire à Donetsk. On a construit en une année 3700 ouvriers, donc c'est quand même un gigantesque chantier, 11 stations de pompage-turbinage, 200 km, deux fois 200 km de tuyaux pour amener de l'eau douce à Donetsk. Donc ça, c'est des gros investissements. Et ce qui me fait penser que quand un pays consent à de tels investissements, à une telle reconstruction, eh bien, c'est pas pour abandonner et dire demain matin, écoutez, non, non, je m'en vais. Donc pour moi, c'est ce qui me fait penser que, on va dire maintenant, ces quatre régions sont intégrées de façon, on va dire, irréversible à la Russie. D'où vient cette idée d'aller dans le Donbass maintenant? Est-ce que vous avez planifié ce voyage? Comment ça s'est passé? Non, je n'avais pas du tout planifié, mais comme je le dis dans le reportage, c'est une histoire absolument russe. Il n'y a qu'en Russie que ce genre de concours de circonstances se produit. C'est tout à fait le fruit du hasard ou de coïncidence. Il y a 9 ans, à Douchambé, j'avais connu à l'hôtel, j'avais entendu une musique le matin, puis j'ai été voir, et c'était des musiciens qui répétaient pour la noce qui avait lieu le soir. Puis on présente le père de la mariée, donc, qui est un entrepreneur tadjik de Moscou, Oumar, qui nous invite toute la délégation suisse, on était une quinzaine, à la noce le soir. Donc c'est déjà quelque chose, en tout cas pour des Suisses, hein, dans l'hospitalité tadjik ou russe, c'est peut-être courant, mais disons en Suisse, c'est pas si courant que ça d'inviter des étrangers qu'on a connus le matin à la noce de sa fille le soir. Bref, j'ai fait un petit discours en l'honneur de la mariée, des parents, et donc je suis devenu ami avec Oumar, qui parle. Moi, je participais justement à la reconstruction du Donbass. Moi, je fais des jardins pour enfants, notamment des routes, etc. Et j'aimerais bien aller voir ce que je fais, parce que son entreprise, les réalisations qu'il avait faites, puisque lui est à Moscou, et il m'a dit, mais est-ce que tu ne voudrais pas venir avec moi? Pardon. Et c'est comme ça que j'ai dit, bah, pourquoi pas. Je devais me rendre en Russie pour une autre visite, et j'ai fait coïncider les deux. Et lui, bon, connaissait quelqu'un au ministère de la Défense, parce que c'est le ministère, c'est une société qui dépend du ministère de la Défense, qui s'appelle Military Construction Company, en anglais, enfin voilà, et qui coordonne les travaux, et donc les travaux que lui effectue dans le Donbass. Et ce qui était indispensable, parce qu'il faut les autorisations, on ne peut pas aller dans le Donbass juste pour faire du tourisme. Il y a quand même la guerre, il y a
checkpoints, il y a des contrôles de sécurité, il y a des convois militaires, donc on ne peut pas juste se présenter comme ça en disant bonjour, voilà. Et donc, on a eu les autorisations. Le ministère de la Défense avait mis un guide, enfin un interprète aussi pour moi à disposition, un chauffeur, enfin voilà. Et on est parti, je suis arrivé à Vnukovo à 3 heures du matin, et à 3h05, on était déjà dans la voiture pour faire les 1100 km d'autoroute pour Rostov. On est arrivé, 3 heures du matin, on est arrivé au début d'après-midi à Rostov. Voilà comment ça a commencé. Mais je dis, c'est une histoire très russe parce que c'est un enchaînement de circonstances, de gens qu'on connaît, de hasard, et voilà. Vous Et avez en plus, pour visité. moi, comme journaliste, si me permettez, c'était très intéressant parce que c'était pas un voyage de presse. J'étais tout seul, au fond, comme journaliste, mais j'étais tout seul. Et puis, donc, j'ai eu des rendez-vous, j'ai pu voir Monsieur Pouchiline, donc le chef de la République, avoir justement rencontré plein de gens, etc., visiter beaucoup de choses, dit plein de contacts, alors que si vous êtes dans une délégation de journalistes, vous n'avez jamais autant d'opportunités dans un laps de temps aussi court. Donc, et puis en même temps, c'était très concret parce Bien que sûr. c'est des hôpitaux, enfin voilà, c'est des réalisations qu'on peut toucher de ses mains. Vous avez visité plusieurs villes, Mariupol, Donetsk, et on apprend que, puisque évidemment que vous discutez avec les habitants, et on apprend, quand on lit votre reportage, que les Ukrainiens tiraient sur les crèches et les écoles, qu'énormément d'enfants ont été tués. Nous, on le sait puisqu'on a alerté sur Oui, ce qui s'est passé en Ukraine à partir de 2014. Vous dites que les habitants, pour les habitants, il y a deux guerres, en quelque sorte. C'est la guerre entre 2014 et 2022 et celle actuelle de 2022. oui, d'abord, une considération générale, pour la majeure partie des Occidentaux qui sont effectivement mal informés, voire sous l'effet de la propagande distribuée par les médias et les dirigeants politiques, on nous dit que cette guerre a éclaté le 24 février 2022. Mais c'est évidemment faux, parce que pour les gens du Donbass, on en est au 10e anniversaire de la guerre. C'est en avril 2014 exactement, il y a 10 ans exactement ce mois d'avril, que cette guerre a éclaté. Donc ça fait 10 ans que les populations du Donbass sont soumises aux bombardements, aux missiles, aux obus, etc. Donc nous, on a tendance ici en Europe à complètement oublier ça et surtout que la presse refuse de nous en informer pour faire croire que ce conflit a éclaté depuis 2 ans alors qu'il dure depuis euh, 10 ans. Alors effectivement, en visitant les monuments, les différents monuments aux personnes, aux gens massacrés depuis un siècle, hein, à Donetsk essentiellement à Donetsk, aussi à Savour, Mohila, qui est donc à 70 km de Donetsk et à Lugansk. Là, j'ai pu voir dans ces monuments qui sont en train d'être rénovés pour certains d'entre eux, qui sont en train d'être aussi construits à neuf, parce qu'il y a les monuments aux morts eh bien, des 10 dernières années de combat aussi, hein, donc c'est des choses tout à fait récentes, puis les anciens monuments aussi qui sont restaurés, parfois des monuments oubliés. Moi, par exemple, ça m'a choqué, si je puis dire, j'ignorais totalement qu'à Donetsk, pendant la Grande Guerre patriotique, pendant la Deuxième Guerre mondiale, 100 000 habitants avaient été massacrés par les nazis, dont l'ensemble de la communauté juive de Donetsk, qui s'appelait Stalino à l'époque. Et ça s'appelle le puits de mine numéro 4. Je l'ignorais totalement. Puis j'ai cherché sur Google, sur Wikipédia, il n'y a pas un mot. Vous avez 100 000 personnes, des civils, hein, je ne parle pas de militaires, de civils massacrés, pas un mot, vous ne trouvez rien sur Google, vous ne trouvez rien sur Wikipédia. Il y a juste TripAdvisor qui dit, ah, il y a un monument qu'on peut visiter, ça fait juste une ligne. Mais on ne sait pas pourquoi, ni comment, ni pour quelle sorte de gens, qui
pourquoi ce monument a été érigé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, par exemple, le Babi Yar, qui a été le massacre des Juifs à Kiev en 1941, il y a eu 35 000 personnes qui ont été assassinées. Pas tout le monde connaît, mais une grande majorité de gens connaissent. Alors, il y a 3 fois plus de morts à Donetsk, de civils et de juifs tués, et là, pas une ligne. C'est quand même très étonnant, très, très surprenant. Comme si on voulait ignorer, je parle en Occident, hein, ce type de choses. Même chose, bon, on parlait des enfants. Bon, aussi une autre chose dont la presse russe avait parlé, mais que j'ignorais, c'était ce centre de torture, là, cette prison secrète du bataillon Azov à Mariupol qui s'appelle la bibliothèque, parce qu'on appelait les gens qui étaient détenus là et torturés des livres, comme les nazis appelaient ça des shtuks, pour parler des juifs qui massacraient ou des résistants. Là, on appelle, c'est surtout les juifs, pour eux, là, c'est des livres, quoi. Et là, maintenant, il y a une enquête qui est faite, il y a des investigations forensiques, etc., pour restituer l'identité de ces personnes, enfin, par l'ADN et tout ça. Mais enfin, voilà une chose aussi, vous ne trouverez pas une trace de ce genre de prison, de centre de torture dans la presse occidentale. Moi, je ne cherche pas à justifier a priori tout ce que fait la Russie, l'armée russe, etc. Ça n'est pas mon rôle comme journaliste occidental. Mon rôle, c'est de témoigner de ce que je vois. Mon rôle, c'est d'expliquer ce qui se passe de ce côté, non pas toujours du côté du front ukrainien, comme c'est le cas dans notre presse, mais aussi de l'autre côté. Et là, ben, force est de constater qu'il y a très, très peu de choses, il n'y a pratiquement rien. Donc, voilà le type de surprise. Puis après, il y a les enfants, effectivement, qui sont des victimes. Alors, il y a la fameuse Allée des Anges à Donetsk. Hein, c'est à peu près 200 enfants qui ont été tués par les bombardements, 150, 160 pendant les 8 premières années de guerre, en 2014-2022, et puis une dizaine depuis les 2 dernières années, puisqu'il y a toujours des bombardements en cours à Donetsk. Ça va un peu mieux depuis la libération de l'Avdiivka, parce qu'il y a moins d'obus qui tombent, mais il y a toujours des missiles, il y a toujours des HIMARS, il y a toujours des victimes, à peu près un mort par semaine en moyenne ces derniers temps à Donetsk. Et là, donc, c'est très émouvant quand vous voyez ça. Vous avez le nom de ces enfants, leurs photos, les jouets, enfin, etc. C'est bouleversant. À Lugansk, la même chose. Lugansk est une plus petite ville. Là, je crois que c'est 67 enfants. J'ai d'ailleurs un livre qui a été fait sur le... Parce que là, tous ces enfants ont aussi été identifiés. On connaît les noms. Il y a un livre qui a été publié que j'ai ici. Et là aussi, c'est totalement touchant parce qu'en plus, on a tiré dans un jardin d'enfants. C'est un parc public au milieu d'un quartier avec une école et un préau d'école dans le parc. Et là, manifestement, c'était apparemment un jardin d'enfants qui était visé puisque les autres bâtiments n'ont pas souffert. Et donc, pourquoi? Enfin, on sait pourquoi c'était visé, c'est pour dissuader la population de de se révolter, enfin de vouloir se libérer, etc. Donc c'était en 2014, hein, pendant le siège. C'était pour casser le moral de la résistance de la population de Lugansk. Mais enfin, ça reste un crime de guerre. Dans votre conversation avec le président de l'exécutif de la République populaire de Donetsk, M. Poucheline, il avoue, vous l'écrivez, que les Ukrainiens peuvent atteindre leur ville par des armes à longue portée fournies par les pays occidentaux. Et donc, il s'agit, comme vous dites vous-même, des établissements civils, publics, des objets civils. Que vous dites à ça en tant qu'occidental? Oui, bah, je peux que déplorer je peux que déplorer la livraison de ces armes, et puis deux, encore plus condamner
l'utilisation de ces armes contre des cibles civiles. Sur la route entre Mariupol et Donetsk, ça a arrêté dans un petit village parce que le palais de la culture, donc le théâtre municipal, avait été frappé au mois de novembre, il y a 6 mois, donc au mois de novembre dernier, par une frappe de HIMARS. Et donc était directement qui visait directement ce palais de la culture. Pourquoi? Parce qu'il y avait un spectacle qui devait être donné et que, pardon, et qu'on a frappé délibérément ce théâtre. Par chance, le spectacle avait été reporté, il n'y a pas eu de victimes ni de blessés, mais enfin, le palais de la culture s'est retrouvé entièrement détruit. Et vous imaginez aussi le nombre de victimes s'il y avait eu un spectacle à ce moment-là. Donc là, il s'agit vraiment d'une attaque délibérée, puisque là aussi, le palais de la culture, comme le théâtre de Mariupol d'ailleurs, il se trouve au cœur de la ville, et puis que dans ce village, les autres bâtiments n'avaient pas été frappés. Mais c'est partout comme ça. Dans Donetsk, il y a évidemment beaucoup moins de destruction qu'à Mariupol, mais il y a quand même beaucoup de bâtiments qui ont été frappés. Et tous ces bâtiments, c'est soit des bâtiments publics, des bâtiments administratifs, donc des services publics aussi, indispensables pour la vie de la population. C'est par exemple aussi, rendu visite à des collègues des médias locaux, là, au Plot TV, eux aussi, ils avaient reçu une frappe de HIMARS, donc ils doivent retaper leur studio au fur et à mesure qu'ils sont atteints. Euh, L'arène, la grande arène de foot de Shakhtar Donetsk, là aussi a été frappée. Pourtant, ce n'est pas une cible militaire, puisque c'est un centre sportif. Donc, vous voyez, je vous dis les bâtiments que j'ai vus qui m'ont frappé. Mais il y a des hôtels aussi, tout un complexe hôtelier, la même chose, qui était hors d'usage, parce que voilà. Et là, c'est tout des. Pourquoi c'est des armes occidentales? Parce que justement, ce sont soit des HIMARS, parce que c'est les seuls qui peuvent atteindre la cible avec la distance, qui ont suffisamment de longueur d'action pour pouvoir atteindre une cible à longue distance, avec précision aussi, ou alors c'est des missiles ou des drones. Et là, pour moi, c'est vrai que comme Suisse, qui ne vit pas, dans, disons, que vit pas dans un pays qui a connu la guerre, Dieu merci, c'est vrai que c'est frappant d'être à Donetsk, puis d'entendre le son du canon, d'entendre de temps en temps des missiles qui arrivent, des batteries d'antimissiles qui se mettent en route. Enfin voilà, on est dans une situation vraiment de guerre chaude. On s'est rendu à un moment donné près d'Avdiivka, dans un petit village qui était vraiment, on va pas dire sur le front, mais à quelques kilomètres du front. Et là aussi, vous avez des hélicoptères qui passent, vous avez ces champs de protection anti-tank avec tous les convois militaires. Enfin bref, on rend visite à un camp de réfugiés qui étaient des personnes qui venaient d'Avdiivka, qui n'avaient plus de logement parce que tout avait été détruit et qui étaient logés dans une école en attendant de pouvoir retrouver un logement décent. Ce qui me fait, ce qui fait revenir justement au processus de reconstruction et à la rapidité avec laquelle, eh bien là, en l'occurrence, le ministère de la Défense reconstruit les logements pour les habitants. C'est la priorité numéro une, celle qu'a d'ailleurs évoquée Denis Pouchiline dans son interview. Quelle est votre impression de cet homme? Puisque à plusieurs reprises, vous lui posez la question, comment tenez-vous en fait? Oui, parce que c'est un cas quand même assez particulier, puisque c'est une cible. Il faut rappeler que son prédécesseur, hein, Alexandre Zakarchenko, a été tué dans un attentat, et puis que ben, lui, comme il est son successeur, eh bien, il vit sous la menace d'un attentat tous les jours. Donc, ça veut dire comment mener une vie familiale, voir ses enfants, sa femme, etc. Comment tenir le coup psychologiquement. Moi, bon, c'est un homme jeune, hein, c'est un type voilà, qu'on voit qu'il a de
l'énergie, hein, euh, donc moi, justement, ça m'intéressait de lui poser la question pour voir, mais genre, comment vous tenez le coup. Ça fait maintenant, depuis 2018, hein, ça fait 6 ans. Disons qu'il faut déjà le faire. Voilà. Là, par exemple, quand il nous a donné rendez-vous, c'était toujours à la dernière minute parce qu'il ne va pas vous fixer rendez-vous 15 jours à l'avance pour donner le lieu exact en attendant de se faire tirer dessus. Donc, on a su le matin même et puis il nous a donné rendez-vous à 200 km de Donetsk. Nous, on attendait à Donetsk, qu'on a encore dû faire 200 km pour nous voir au milieu d'après-midi dans un petit village perdu dans la campagne. Bon, c'est la règle du jeu, hein. Mais pour dire, donc c'est jamais, c'est pas évident, ça doit pas être évident pour lui tous les jours, quoi. Même si peut-être qu'on s'habitue. Non, moi je trouvais que, bah, je crois que comme il dit, il est à l'image de cette population du Donbass qui, à mon avis, est très résiliente, qui vit en guerre ou sous la guerre depuis 10 ans et qui résiste, quoi. C'est des gens qui sont... Évidemment, on n'a pas l'habitude de rencontrer ce type de personnes chez nous, mais voilà. Puis là, c'est pas juste quelques personnes, hein, c'est 2-3 millions d'habitants. On parle bien de 2-3 millions d'habitants. On ne parle pas juste de M. Pouchiline. Donc, voilà. Et c'est Vous ce qui me dites, fait penser aussi que, pardon, pour revenir à la question du début, qu'après 10 ans de guerre, 10 ans de souffrance, après avoir perdu des enfants, des membres de la famille, des combattants, etc., ben, les gens du Donbass vont probablement pas accepter de revenir dans le giron ukrainien comme ça. Enfin, pour eux, ça me paraît que totalement même exclu, parce que, premièrement, ils savent ce qui les attend. Ils ont déjà fait l'expérience avec Azov à Mariupol, avec les centres de torture que j'évoquais tout à l'heure. Les gens de Lugansk, quand ils étaient assiégés aussi, avec les liquidations, les exécutions de civils, etc. Si jamais ça devait revenir, ils seraient massacrés. On retrouverait le fameux puits numéro 4 de 1942-1943 de Donetsk. Donc pour eux, c'est totalement exclu. Et pour les Russes, enfin, on va dire pour la Russie, on va dire historique, ben, la même chose. C'est pas tellement dans la tradition russe d'abandonner les gens au milieu des problèmes. vous dites également que la Russie ira jusqu'au bout et rien pourra l'arrêter. Vous savez très bien que c'est pas le narratif, le discours quotidien de nos médias. Euh, Comment vous expliquez? Là, maintenant, c'est clair que la Russie va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? C'est quoi le bout pour vous? Bon, ça dépend. C'est les Russes qui vont le fixer eux-mêmes. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc c'est eux qui vont se fixer ces objectifs-là. Pour moi, ce que enfin, disons, ce que je considère comme irréversible, c'est d'abord, pardon, le, la réintégration de la Crimée et des 4 républiques au sein de l'espace national russe. Pour moi, je considère ces faits-là, j'entends le territoire actuel, hein, je considère ça comme tout à fait irréversible pour des simples, comme je le disais, des simples questions humaines. Simplement parce que cette population se ferait massacrer. Étant donné le niveau de haine accumulé par, on va dire, les nationalistes, je ne parle pas des Ukrainiens, du peuple ukrainien en général, il ne faut absolument pas faire d'amalgame, c'est exclu, mais disons des nationalistes ukrainiens qui sont malheureusement dans les arcanes du pouvoir à Kiev, étant donné cette haine développée, je ne vois pas, ça me paraît exclu. Donc ça, pour moi, c'est un no way, comme on dit en bon français. Voilà, c'est irréversible. Après, il y a peut-être d'autres objectifs, je ne sais pas, Odessa. Le problème qui existe, c'est d'assurer la sécurité de ces populations. Or, elles sont toujours menacées par des attaques de missiles, de drones, de HIMARS, etc. Tant que les populations civiles sont victimes de ce type d'attaque, il ne peut pas y avoir de paix ou de négociation possible parce que simplement cette population se fait toujours tuer, bombarder.
Donc, il y a aussi un cessez-le-feu, naturellement. Ça, c'est aussi une condition, enfin, si j'étais russe, hein, mais qui me paraît absolument sine qua non. Et puis après, j'en vois une troisième, qui est la neutralité ou la neutralisation de l'espace ukrainien, non-appartenance à l'OTAN. Et probablement, vous savez que maintenant, comme l'OTAN a pris conscience que jamais l'Ukraine ne pourrait devenir membre de l'OTAN, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire des négociations, des traités bilatéraux entre chaque pays de l'OTAN et l'Ukraine. C'est plus l'OTAN en tant que tout qui négocie, c'est chaque pays. Les Américains sont en train de préparer leur, les Français, les Anglais ont signé leur, les Hollandais, etc. Les Italiens. Donc chaque pays va faire un traité bilatéral de coopération militaire, ce qui permet à la fin, il n'y aura plus besoin de faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN. Mais ça veut dire pour les Russes le démantèlement de ce type d'accord. Parce que ça permet de rallumer la guerre n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc, pour avoir la paix, il faut, je pense, ces trois conditions minimum. Après, on parle d'espaces territoriaux, effectivement, de la conquête éventuelle d'Odessa, de Kharkov. Ça, j'en sais rien. À mon avis, c'est plus ouvert. La question est plus ouverte. Est encore, pour moi, c'est une question qui est encore ouverte. Mais c'est pas exclu, j'en sais rien. Mais ça me paraît une dimension peut-être utile pour la Russie, mais moins, disons, sine qua non, moins une condition sine qua non pour arriver à une paix, quoi. On parle beaucoup des États-Unis dans ce conflit-là et apparemment les objectifs des États-Unis changent puisqu'ils comprennent qu'en soi l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre, mais qu'il faut prolonger le conflit le plus longtemps possible pour empêcher la Russie de remporter une victoire claire. Finalement, que pensez-vous de cet avis? Je l'ai vu dans une source anglo-saxonne et Oh, je trouve assez juste. oui, non, mais pour moi, le jeu des États-Unis est clair depuis le début. Euh, ils n'arrêtent pas de parler de guerre non provoquée, alors qu'il s'agit évidemment d'une guerre provoquée. Elle a été provoquée par le coup d'État de février 2014. C'est ça le début, le déclencheur de ces hostilités. Puis ensuite, avec ce qui s'est passé avec le Donbass, etc. Mais j'entends le facteur déclencheur. Et ce facteur déclenchant en février 2014, c'est les États-Unis qui l'ont provoqué. C'est Madame Neuland avec son ambassadeur Jeffrey Piat. Enfin, on connaît l'histoire de Maïdan, qui était une pseudo-révolution populaire, mais surtout une révolution organisée par l'extrême droite ukrainienne, instrumentalisée par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Bon. Maintenant, c'est de plus en plus clair et je crois que. D'ailleurs, ben voilà, donc c'est ça. Donc le but des États-Unis, depuis, au fond, depuis Brzezinski, ça a toujours été d'affaiblir la Russie, d'éliminer au fond la Russie comme force potentielle, comme puissance, pour pouvoir mieux s'attaquer à la Chine. Le but suprême des Américains, c'est de s'attaquer à la Chine. Mais pour ça, il y a deux stratégies qui s'affrontent aux États-Unis. Il y a la stratégie démocrate et la stratégie républicaine. La stratégie démocrate consiste à dire, pour nous attaquer à la Chine, il faut d'abord détruire la Russie. Priorité, on détruit la Russie, comme ça on n'a plus qu'un ennemi, on peut se concentrer sur l'adversaire chinois. Ça, c'est la stratégie Biden qui est à l'œuvre. Et tant que les démocrates seront au pouvoir, avec les néoconservateurs qui les inspirent, ça va être comme ça. Et tout sera fait pour prolonger ce conflit indéfiniment, dans l'espoir que la Russie craque économiquement, humainement, militairement, peu importe. Puis la stratégie républicaine, c'est de dire, écoutez, notre ennemi principal, c'est la Chine. Concentrons-nous sur la Chine et pour la Russie, débrouillons-nous pour qu'elle soit le plus neutre possible et qu'elle nous laisse faire notre. C'est ça. C'est pour ça que Trump est un peu plus favorable
à la Russie. Les deux stratégies sont des stratégies impérialistes, hégémoniques, mais la manière de les mettre en œuvre diverge. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le camp républicain est un peu plus favorable à la Russie, dans l'espoir de la déconnecter de la Chine pour permettre aux États-Unis de s'attaquer en priorité aux concurrents chinois, qui est effectivement leur principal concurrent, ça c'est sûr, sur le plan économique, c'est certain. Comme ça que je vois les choses. Mais si M. Biden, vous observerez d'ailleurs que le conflit chaud, hein, je ne parle pas, le conflit chaud a éclaté après l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Si Trump était resté au pouvoir, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine. Je parle de celle de 2024, pas de celle d'avant. On serait resté dans la configuration de 2014, enfin d'après 2014. Donc, on voit où sont les priorités pour les démocrates. Et ça, à mon avis, ça ne changera pas, puisque s'il est réélu, il n'a aucune raison de changer de politique. Pour revenir un peu à la Suisse, votre pays, on a parlé la dernière fois justement de la neutralité de la Suisse, la fameuse Absolument. neutralité de la Suisse. Est-ce qu'elle est toujours neutre puisque on sait que le pays, ce dernier temps, s'approche de l'OTAN à une vitesse quand même assez remarquable? Oui, ben, c'est une bonne question, puisque moi, comme Suisse, je déplore effectivement cette capitulation en rase campagne de la Suisse en ce qui concerne sa neutralité. Pour moi, ça a été un choc, justement, de constater que le Conseil fédéral abdiquait toute forme de neutralité, on va dire, historique, pour se précipiter dans l'adoption de sanctions unilatérales des Européens et des Américains. C'est le contraire même de l'esprit de la neutralité. Alors après, bon, en Suisse, on a inventé toute une casuistique, toute une terminologie pour dire qu'il s'agissait d'une neutralité coopérative, voilà, pour justifier le fait qu'en fait, on se rapproche de l'OTAN puis qu'on adopte de façon unilatérale des sanctions. Je rappelle que les sanctions, c'est une arme de guerre, hein, dans le droit international. Donc, quelque part, c'est une guerre économique, mais c'est aussi une guerre quand même. Donc, moi, je peux que déplorer cet état de fait. Je pense que, bon, vous savez que il y a 15 jours, une initiative populaire a été déposée en Suisse qui demande le rétablissement d'une neutralité intégrale, enfin effective, si vous voulez. Alors bon, je passe sur les aspects juridiques, c'est toujours très compliqué dans le système suisse, mais disons que le peuple va être appelé à se prononcer sur cette initiative, on va dire, dans les 2 ans qui viennent. Et là, j'ai personnellement bon espoir que le peuple suisse, qui est très attaché à la neutralité, au fond, accepte cette initiative et qu'à ce moment-là, eh bien, on doit renoncer à l'application des sanctions. D'ailleurs, le Conseil fédéral avait assez habilement joué sur la neutralité et les sanctions en 2014. En 2014, quand il y avait eu la sécession de la Crimée, le Conseil fédéral avait dit nous n'appliquons pas les sanctions, mais nous ne voulons pas que notre territoire serve de lieu pour contourner les sanctions. Donc, du coup, c'était un peu comme les appliquer, hein. Ça empêchait la Russie de faire du commerce, etc. Mais du point de vue légal, c'était la règle de droit le droit était respecté. Et là, on a même renoncé à cette espèce de solution un peu hypocrite, mais légalement, on va dire, justifiable, qui avait été prise en 2014. Donc, pour moi, il s'agit d'un autogol complet. Je viens d'ailleurs de faire un article à ce sujet pour le magazine La Weltwoche à Zurich, euh, qui rappelle qu'en 1954, la Suisse avait su préserver sa neutralité. Je rappelle qu'à cette époque, on était en pleine guerre froide, que la Suisse était quand même en Occident.
entouré de pays occidentaux, que l'OTAN venait d'être créée, etc. Et que malgré les pressions américaines de l'époque, alors que les États-Unis étaient encore plus puissants relativement qu'aujourd'hui, la Suisse avait su résister et que c'est grâce à ce respect de la neutralité que la Suisse avait pu accueillir les négociations sur l'Indochine, qui avait réussi à faire la paix provisoirement en Indochine, avec tous les grands pays du monde présents à Genève, hein, avait réussi à attirer le sommet des quatre grandes puissances mondiales, les États-Unis, l'Union soviétique, la France, la Grande-Bretagne, en 1955 à Genève, etc., c'est en préservant sa neutralité et non pas en la sacrifiant stupidement comme on l'a fait, hélas. Mais il faut être optimiste. On a fait une bêtise, on peut toujours la corriger. C'est en tout cas ce que je me dis. Merci beaucoup, Guimétin, pour ce dialogue, pour votre témoignage. Je répète à nos éditeurs que vous pourrez retrouver le reportage en entier avec les Alors, liens sur les liens. voilà, il y a arrêt sur info.ch et puis Keros en Belgique, ouais, si jamais. Merci à vous, Irina. À bientôt. Merci beaucoup. Et moi, je m'adresse à tous nos auditeurs, pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout de cette vidéo. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est très important pour nous, votre suivi, votre partage. N'oubliez pas que nous dépendons de vos dons et non, on existe, l'association existe grâce à vous, à tous les téléspectateurs et votre intérêt. Euh, Sur les dernières deux vidéos, on a eu quelques difficultés avec la censure, puisque YouTube a décidé de suspendre Ah l'ensemble bon? des commentaires, ce qui fait que la vidéo est invisibilisée. C'est pour ça que je m'adresse à vous tous. Si vous savez que c'est très très important, surtout au début de la vidéo, à faire monter et relayer. Et Mhm. c'est à ce moment-là que si les commentaires sont invisibilisés, ils sont suspendus, la vidéo en soi, elle n'est pas visible à d'autres spectateurs. Voilà, donc c'est une petite remarque pour tous ceux qui nous suivent. Soyez pas étonnés si vous voyez pas vos commentaires. C'est pas moi, c'est YouTube. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.